Merci Sigrid, à tout à l'heure. On va enchaîner avec notre dossier ce soir. Nous l'avons intitulé « Comment protéger nos soignants ?» Parce que depuis 9 mois, eh bien, ils ne comptent ni leurs heures ni leurs forces. Ce sont les personnels soignants. Alors évidemment, ils soignent à tour de bras, c'est leur métier, au point peut-être de s'oublier eux-mêmes et de figurer à l'arrivée parmi les dégâts collatéraux de la pandémie. Eux aussi sont vulnérables et il ne faudrait pas l'oublier. C'est cela dont nous allons parler ce soir avec nos 3 invités. Tout d'abord, le professeur Michel Lejoyeux. Bonsoir professeur, Bonsoir. vous êtes directeur du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Bichat-Beaujon. Hein, voilà, j'ai rien oublié. Non. Vous êtes par ailleurs aussi, et on vous avait reçu lors de la sortie du livre, auteur donc d'un livre intitulé « Les 4 temps de la Renaissance » aux éditions Jean-Claude Lattès. On aura peut-être l'occasion aussi d'en parler aujourd'hui parce que les personnels soignants ont aussi besoin de renaître. Fanny Chéroux est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à La Croix l'Hebdo et vous êtes auteur de « Ils sont infirmiers de campagne », un livre donc, qui vient de sortir aux éditions du Palais et qui témoigne de cette démarche que vous avez eue de vous immerger pendant 1 an avec des infirmiers de campagne. Tout comme il existe des médecins de campagne, il y a des infirmiers de campagne. Et 3e invité, Sophie Peters, que vous connaissez bien, c'est notre psychanalyste référente, dirons-nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir Patrice. Voilà, restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, parce que j'imagine que les témoignages de nos invités vont vous inspirer. Alors, professeur Lejoyeux, je voudrais d'abord faire un rapide tour de table. Comment protéger les soignants? C'est la question qui se pose, on y répondra en détail un peu plus tard, mais quelles sont les têtes de chapitre de l'action qu'il faut avoir? Je dirais 2 choses. D'abord, nous avons eu des réponses hospitalières, évidemment, des réponses locales dans les services, des réponses générales. La PHP a proposé, par exemple, une hotline d'écoute. Les soignants, ils ont aussi besoin de reconnaissance, de salaire, de statut. Tous les besoins et tout ce que vous avez entendu avant reste le cas. Et puis l'autre chose, vous avez vu que les soignants, ils vont pas bien quand les hôpitaux sont pleins. Donc tout ce que chacune et chacun de nous fait pour sa santé, pour au fond faire attention à soi, porter le masque quand on peut, adopter les gestes barrières, faire attention à soi, va aussi contribuer à ce que nos hôpitaux ne soient pas débordés. Et enfin, vous en avez gentiment parlé, on en dira quelques mots, nos soignants, comme chacune et chacun d'entre nous, ont besoin de moments de relaxation, de moments de détente. Donc on les aide dans les services, on fait attention à sa santé pour pas déborder les hôpitaux autant que possible, on se dit que les règles sanitaires sont justifiées et on leur propose des techniques de détente dont on pourra parler. Très bien, on va détailler tout ça. Fanny Chéroux, les personnels soignants, ce sont aussi les infirmiers. Et vous avez eu la bonne idée, on va dire, de vous immerger avec 2 d'entre eux, mais qui sont infirmiers de campagne. Et vous les avez vus à l'œuvre avant la pandémie, mais aussi pendant la pandémie. Il y avait une petite différence, j'imagine. Oui, ça a été un peu un hasard. On a commencé ce projet d'immersion en 2019. Et puis, en fait, l'année s'est avérée semée de bouleversements qu'on ne pouvait pas imaginer, qui était cette crise sanitaire. Et je pense que la situation est très différente du milieu hospitalier quand on est en libéral et en plus en milieu rural. Mais il y a quand même des similitudes dans la mesure où soigner, ça reste une vocation, un métier qui est partagé par tous ces professionnels de soins. Donc, ils ont été confrontés en tout cas à cette vague, à ces vagues, de façon brutale et profonde. Ouais. Alors, Sophie Peters, on dit souvent que les soignants sont là pour soigner et éventuellement pour mettre le coup de rein nécessaire lorsqu'on en a besoin, mais eux aussi sont vulnérables au fond. Ils sont pas surhumains. Ils sont d'autant plus vulnérables qu'ils sont tellement, on va dire, habitués, comme une habitude, de s'occuper des autres avant de s'occuper d'eux. Et souvent, ils ont d'abord choisi ce métier dans cet axe-là, qu'il est très difficile pour eux de prendre ce temps pour soi, ce temps de soins pour eux-mêmes. Et ils envisagent rarement à la fois leur vulnérabilité et le fait d'avoir besoin de s'occuper d'eux, tellement ils sont dévoués à leur cause. On dit quelquefois que c'est un sacerdoce de soigner les autres. Et on sait que ce soit dans les professions de psy d'ailleurs, ou à l'hôpital, ou chez les infirmiers, que dans toutes les professions de soins, on dit quelquefois que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Les cordonniers, quelquefois, souffrent d'absence de soins pour eux-mêmes.
Alors, professeur Lejoyaux, vous nous expliquez qu'il faut en fait déjà, dans un premier temps, tenter de désengorger les hôpitaux. Et ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Donc, on évite de tomber malade. Alors, on ne choisit pas toujours, mais gestes barrières, masque quand on peut le mettre, distanciation sociale. En fait, c'est une affaire collective. Et est-ce que vous avez eu le sentiment que la France raisonnait collectivement dans cette affaire ou de manière plutôt égoïste ? Non, moi je dirais que tous les pays, vous savez, ont envie d'en faire plus. On a tous envie de rappeler ces éléments-là, mais moi j'ai le sentiment que chacun a quand même compris les choses. Il y a un sujet en psychologie qui est la relation entre l'optimisme et le pessimisme. Au fond, il faut à la fois entendre, vous savez, on entend des choses très optimistes sur les vaccins, donc il faut intégrer une sorte de nouvel optimisme aujourd'hui. Un optimisme prudent, pas un optimisme béat, un optimisme euphorique, mais un optimisme qui fait qu'on garde des gestes barrières, mais qu'on intègre quand même les bonnes nouvelles. Vous savez, on ne se protège, on l'a vu avec le sida, on ne se protège d'une maladie que si on ne vit pas uniquement dans la terreur et dans l'impression qu'on va tous être foudroyés. Donc il faut un peu d'inquiétude et aussi un peu de confiance dans nos capacités de résilience, de ce que j'appelle de renaissance. Vous disiez tout à l'heure que pour les protéger, ces personnels soignants, il faut aussi leur témoigner notre gratitude. Est-ce que c'est assez fait ? Et sinon, que faut-il faire concrètement ? Ce n'est jamais assez fait. Déjà financièrement, pardon de le dire, mais rappelons-le, les infirmiers en France sont plutôt bien moins payés que dans d'autres pays, ont un statut compliqué, donc la gratitude, c'est aussi des choses très concrètes et très simples comme ça. Et puis, ce qu'il faut dire à l'ensemble de la population, c'est que quand on exprime sa gratitude, globalement, on va mieux. C'est aussi un facteur de résilience que de dire merci. Être capable, face à cette catastrophe qui nous tombe sur la tête, d'exprimer de la gratitude, on l'a montré, il y a des programmes d'entraînement à la gratitude qui montrent que quand on apprend à dire merci aux soignants et puis aussi à celles et ceux qui partagent notre vie, indépendamment de ça, au bout d'une semaine, on va se sentir mieux. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui fait du bien aux soignants et qui nous fait du bien aussi. La gratitude est presque un égoïsme dans ces temps de crise. Vous voyez, c'est une manière de se faire du bien. Alors la gratitude, c'est quelque chose qui inspire, je crois, Sophie Peters, et qui est important et que peut-être on ne pratique pas assez. Oui, je rejoins ce que vient de dire le professeur Lejoyeux, ça me semble essentiel, qu'il y ait aussi une gratitude envers le pays qu'on habite, le système de santé, le système de soins. Toute cette prise en charge, c'est un peu le verre plein par rapport au verre vide, mais c'est la capacité qu'on a de remercier le fait d'être en vie, d'avoir cette prise en charge, d'avoir ce personnel soignant qui est là pour nous, d'être bien entouré. C'est la gratitude tous les matins de se sentir en vie. Donc c'est vraiment, on pourrait dire presque une célébration, la gratitude. Peut-être aussi une façon de voir la vie un peu différente, loin du drame qu'aime beaucoup notre ego et qu'on a tendance à un peu trop célébrer aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'au début de la pandémie, tout le monde était à 20h aux fenêtres pour applaudir. J'imagine que ça a fait du bien au personnel soignant, même si parfois on préférait avoir un chèque supplémentaire à la fin du mois. Mais à l'occasion de ce second confinement, il n'y a plus d'applaudissements. Oui, tout se passe comme si la répétition du stress affaiblissait. Vous savez, on le voit, nous, chez nos soignants, qui sont confrontés à ces prises en charge difficiles. Celles et ceux qui ont déjà subi des stress dans leur vie personnelle, qui ont déjà été malades, ceux qui ont été contaminés aussi, vont être finalement plus fragiles. Tout se passe comme si on avait été un peu fragilisé par ce deuxième confinement. Il ne faut pas croire qu'on s'endurcit. C'est exactement l'inverse. De coup en coup, on est plus vulnérable et on a de plus en plus besoin, justement, de stratégies de résilience. Alors, vos deux infirmiers, vos deux héros, ceux qui sont l'objet de votre livre, ils sont infirmiers de campagne, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils étaient satisfaits des témoignages de gratitude qu'on leur faisait, ou pas plus que ça, ou ça manquait un petit peu? En fait, Parce qu'ils font un métier difficile. Ils font un métier vous difficile. expliquez dans le livre qu'ils ont remplacé les veilleurs d'antan, qui étaient le curé et le médecin de campagne. Oui, oui. En fait, c'est vrai qu'en milieu rural, mais je pense que beaucoup de personnes en sont conscientes, parce qu'on a tous un peu des attaches dans le monde rural,
le médecin, l'infirmier, l'instituteur, enfin, le curé sont encore des figures qui, dans les campagnes, sont très fortes. Donc, au même titre, les infirmiers de campagne sont des vraies présences, des veilleurs. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure, Sophie Peters parlait de cette gratitude à juste titre, de cette reconnaissance qui est vitale, en fait, pour ce corps soignant. En fait, dans les maisons de village, la gratitude, elle est toujours là. Cette reconnaissance, elle est toujours là, Covid ou non. Parce qu'en fait, c'est des compagnons du quotidien, hein, les infirmiers de campagne. C'est vraiment le médecin à l'ancienne. C'est celui qui était là jour et nuit, celui qui est là semaine et dimanche. C'est celui qui ne compte pas ses heures et qui connaît les familles très bien. C'est un ami de la famille, souvent, l'infirmier. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de cette enquête et que vous ne soupçonniez pas avant de la mener, ou qui vous a frappé ou ému ou mis en colère? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été très frappantes. Max et Ludo, qui sont les deux infirmiers de ce livre, ont un rapport en fait à l'existence qui est très sage. Et en fait, pendant cette première vague qui a été certainement la plus choquante pour les Français et puis pour la population en milieu rural, qui se base sur des on-dit, qui se base sur ce qu'elle entendait à la télé, sur des angoisses qui peuvent être très impalpables mais qui sont très fortes. Max et Ludo, ils avaient ce rôle un peu de sage à désamorcer les peurs, à être les derniers à parfois rencontrer leurs patients, qui sont souvent des vieilles personnes, qui étaient coupées de leur famille. Et c'est cette sagesse, je pense, qui m'a peut-être le plus frappée, c'est que ces gens-là n'ont pas un rapport à la mort comme des personnes lambda, ni à la maladie comme des personnes lambda. Le soignant, c'est quelqu'un qui a apprivoisé en fait ces univers-là. Donc il est porteur de sagesse, forcément. Alors, on parlait de gratitude avec le professeur Le Joyau et avec Sophie Peters. Il y a quand même une scène, à un moment dans votre livre, où les infirmiers sont en tournée, ils reçoivent un coup de fil, c'est une patiente qui dit « mais vous m'avez oublié », l'autre il dit « non, j'ai simplement pris du retard, je vais arriver ». Donc ça prouve qu'il est attendu, qu'il est précieux, mais quand il arrive, il se fait engueuler parce qu'il arrive au moment du dîner. Oui. Je veux dire, et ils sont d'une certaine manière aussi maltraités, là, psychologiquement maltraités. Mais d'ailleurs, on a parlé d'un sacerdoce, et je pense que parfois, l'un des deux infirmiers, Ludo, dit « j'appartiens à ce village », mais vraiment, ils appartiennent au village, et on se sent un peu tout permis, comme avec des parents, presque. Il y a quelque chose de très presque mal élevé de la part de personnes. Comme vous disiez qu'ils sont de la famille, il y a de la familiarité, oui. finalement. Il y a de la familiarité qui peut être perçue comme malveillante, mais la plupart sont quand même des personnes reconnaissantes. Alors, professeur Le Joyau, dans notre grande série des actions à mener pour soulager les personnels soignants, on a parlé de désengorger les hôpitaux en faisant ce qu'il faut pour éviter de tomber malade, même si on ne choisit pas toujours. On a parlé du témoignage de gratitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, ne serait-ce que être conscient de la souffrance que vivent les personnels soignants? Est-ce qu'on peut la mesurer, cette souffrance? Bon, on peut la mesurer et on peut aussi la diminuer un peu. Vous savez, on a fait des choses qu'on n'imaginerait pas faire pour les personnels soignants, comme par exemple leur donner des petites respirations. Vous voyez, 15 minutes de déconnexion où on débranche son portable, et nous aussi on peut le faire, et nous on le fait. On débranche son portable, on débranche son ordinateur, on se sert d'une musique un peu tranquille, on se sert d'une image et on laisse venir les pensées. C'est une sorte de petit rendez-vous avec soi qui va faire un bien fou. Vous voyez, un des sujets aujourd'hui... Mais ils avaient l'autorisation de le faire, ça, ou pas? Bien sûr. Mais avant, ils avaient l'autorisation de le faire? Vous savez, C'était tabou de faire ça avant. On a découvert l'émotion, moi je dis que c'est une des grandes choses qui s'est passée avec cette pandémie, c'est qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on résiste physiquement, mais il faut aussi qu'on résiste psychologiquement. Soigner les malades, je ne dis pas que ça traitera les grandes maladies psychiatriques, il y en a évidemment aussi, mais protéger son esprit avec des petits moments comme ce moment, par exemple, de déconnexion. Il y a une autre petite chose, un autre petit conseil, je le donne dans mon livre et on leur donne au quotidien. C'est se faire des petites expériences de nouveauté. Vous savez, on a tendance en situation de crise à devenir très routinier, à tout répéter. On a trouvé sa journée à peu près tranquille et du coup on la répète. Eh bien, prendre un tout petit peu de nouveauté, un nouveau vêtement, un nouveau plat, un nouveau livre, quelque chose qui a priori n'était pas fait pour nous. Et il y a derrière peut-être un rationnel, y compris au niveau de la biologie du cerveau.
on va stimuler d'autres zones de son cerveau, on va augmenter la dopamine, on va réveiller son cerveau. Vous savez, dans ce moment terrible que nous vivons, il faut vraiment protéger son corps, traiter les maladies psychiatriques et aussi avoir une attitude de prévention psychologique vis-à-vis de ses émotions. Donc prendre soin de soi, et ça c'est quelque chose qu'on a parfois dans le feu de l'action tendance à oublier, Sophie Peeters. Plus que dans le feu de cette action-là très particulière que sont les patients Covid, les soignants ont à rassurer aussi l'aspect très angoissant des patients qui arrivent en réanimation. Et ça, ils ne sont pas forcément formés à ça sur le plan psy. Donc pour eux, c'est quand même une difficulté supplémentaire. Et sans doute que j'ajouterais dans le protocole de soins du professeur Lejoyeux le fait que les soignants puissent aussi parler de leurs difficultés et de ce qui est compliqué pour eux à vivre dans cette anxiété qu'ils ressentent de la part de leurs patients. Alors, on va reparler effectivement, juste après le rappel des titres, de cet échange qu'on peut avoir avec les personnels soignants, qu'on soit quelqu'un de lambda ou qu'on soit un praticien qui s'occupe des bobos du corps, mais aussi, surtout, de l'âme. On le fait ça juste après le rappel des titres avec Sigrid de Villiers. Et à la une, dès la semaine prochaine, 2 pays vaccineront leur population, le Royaume-Uni et la Russie. Les Britanniques sont les premiers dans le monde à avoir autorisé l'utilisation d'un vaccin. C'est une nouvelle fantastique, c'est félicité Boris Johnson, le Premier ministre. En France, se dirige-t-on vers des dépistages massifs? Les autorités vont lancer une expérimentation autour de Noël. 3 villes ont été choisies, Lille, Saint-Étienne et Le Havre. Ce matin, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que l'opération se ferait sur la base du volontariat. Et puis des contrôles aléatoires aux frontières et un isolement de 7 jours. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Jean Castex, le Premier ministre, pour dissuader les Français de partir skier à l'étranger, dans les pays comme la Suisse ou l'Autriche, où les remontées mécaniques sont autorisées à ouvrir. Merci Sigrid, on vous retrouve à 22h pour un journal plus complet. Professeur Lejoyeux, nous étions en train de parler de la parole. C'est de l'or, la parole, lorsqu'il y a un traumatisme. Bien sûr, et on s'est aperçu beaucoup, ce que disait Sophie Peeters est très juste au niveau du besoin d'être accompagné. C'est pour ça que beaucoup de psychologues aussi interviennent dans les services de réanimation. Et tout le cadre classique a explosé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les psychologues? Ils ont fait des maraudes. Ils sont allés au contact des soignants. Et moi, je voudrais vous rappeler une petite chose concernant la résistance au stress. Il y en a qui ont besoin de parler. Il y en a qui ont besoin d'exprimer, de déverser leurs angoisses. Et certains ont besoin d'être silencieux. Il faut respecter toutes les réactions au stress. Il n'y a pas une réaction idéale. C'est important de ne pas obliger à parler celui qui n'a pas envie. Vous voyez, ce serait agressif. Et c'est important aussi d'être capable d'écouter au moment où il a besoin de parler. Donc il est inutile de prendre par la manche quelqu'un et lui dire « vas-y, parle, tu as besoin de t'exprimer » si sa façon d'exprimer, c'est de ne rien exprimer. C'est tout le sujet. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là pour le livre. Au fond, on a, face à un traumatisme collectif, il ne s'agirait pas qu'on ait une sorte de psychologie collective. Chacun de nous vit cette situation différemment en fonction de notre histoire personnelle, de notre niveau d'engagement. On a vu que, par exemple, les soignants, ce n'était pas la même chose. Ceux qui avaient peur de contaminer leur famille, ceux qui étaient seuls. Donc, vous voyez, on a une hétérogénéité des réactions. Il ne faudrait pas imaginer qu'il y a une sorte de guide d'entretien du soignant en difficulté. Et page 2, je sais ce que je lui fais faire. Il y a quelques grands principes qu'on s'est dit. Un peu d'optimisme, quelques moments de détente. Et puis après, beaucoup de tolérance à nos particularités individuelles de réaction au stress. Alors, un traumatisme collectif et un traitement individuel. Sophie Peeters, on est là en plein le cœur de votre métier, en fait. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit avec la Covid depuis le début de cette pandémie? C'est que c'est un accélérateur de particules. Et sur le plan psychique, on le mesure d'autant plus qu'on s'est très peu occupé de la santé mentale, que ce soit des concitoyens ou que ce soit des soignants. Donc je pense que c'est, si on peut dire, le grand dossier qui s'ouvre là, c'est d'être attentif à la santé psychique de chacun d'entre nous. Et dans cette optique-là, d'être dans l'empathie, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, que ce soit de soi ou de l'autre. Et là, c'est plutôt notre humanité qui est invitée à s'exprimer au mieux de ce qu'elle peut donner. Et cette humanité, on la retrouve dans les 2 héros
de votre livre, Fanny, qui sont les gardiens des corps, dites-vous dans le livre, mais aussi des âmes. C'est-à-dire ils agissent à deux niveaux dans les campagnes. D'ailleurs, pour eux, je pense que c'est quelque chose qui a été très difficile parce qu'en fait, finalement, ce virus, il est le symbole du lien. Il nous relie tous. Il est vraiment la preuve qu'on est tous liés, qu'on peut se contaminer. C'est un lien comme un autre, une contamination. Et en même temps, eux, ils sont devenus tout d'un coup un potentiel vecteur en portant cette responsabilité et parfois une culpabilité de peut-être porter le virus d'une maison à l'autre, parce qu'ils étaient les derniers à rentrer dans les maisons. Et moi, j'ai été assez étonnée aussi de toute cette dimension. On parlait de la parole qui est de l'or, mais la dimension non verbale, le toucher, une caresse, un baiser sur le front avant de quitter une maison, toutes ces choses qui sont devenues presque impossibles. Alors, ils ont essayé de s'adapter, mais c'est presque impossible, en fait, parce que le soignant, il est dans ce qu'on appelle le cure, le care. Il y a le fait de soigner, et puis il y a le fait de prendre soin. Et en fait, ce sont deux dimensions qui sont indissociables, et tout d'un coup, on a un peu demandé une distanciation qui est presque impossible pour ce métier. La ligne d'appel à Bichat-Beaujon. À toutes les séances publiques, tous les hôpitaux, elle était ouverte à tout le monde. Mais bon, il y a une baisse des appels des personnels soignants. Comment on peut interpréter ça? Est-ce que ça veut dire que l'homme s'habitue à tout et finalement il endure cette souffrance et il arrive à la gérer? Ou ça veut dire que finalement, eh bien, peut-être cette deuxième vague était moins dure à supporter que la première? Il y a deux explications. Une explication qui est que dans la première vague, il y a une sorte de sentiment d'être perdu. Dans ces appels, il y avait des questionnements, des questions très simples. Qu'est-ce que je dois faire en rentrant chez moi ? C'est vrai qu'on ne savait pas où on allait. Voilà, on était, et au fond, c'était presque une information aussi sur le Covid. Dans cette deuxième vague, on a effectivement quand même plus de connaissances. Il y a une hypothèse optimiste qui consiste à dire que finalement, peut-être que le corps soignant s'y est habitué à tout cela. Il y a une hypothèse plus pessimiste qui consisterait à dire que certaines angoisses sont tellement fortes qu'elles ne peuvent même plus s'exprimer comme ça, qu'elles sont gardées. Donc nous restons extrêmement vigilants. Et tout mon métier, c'est de faire la différence entre ce qui est d'une réaction de stress normale, ce qui est du champ de l'émotion, et qui va passer, parce qu'on a en nous des capacités de résistance, de résilience, et ce qui est du champ de la maladie, la perte d'envie, la culpabilité, la tristesse, où là, il faudra donner un avis médical. Vous voyez, il ne faut pas se tromper. Il y a une chose qui me fait très peur dans les informations récentes, c'est l'augmentation de consommation des psychotropes. On a vu une augmentation de consommation des tranquillisants, des antidépresseurs. Alors que la France est déjà bien placée au championnat du monde de tous les médicaments. De ces médicaments. Si on a mal, on est ceux qui prennent le plus d'antalgiques. Donc, un des dangers, ce serait de prendre des médicaments uniquement pour traiter des émotions. L'autre danger, ce serait de ne pas reconnaître celles et ceux qui développent une vraie maladie et qui, eux, ont besoin d'être traités. Donc, vous voyez, notre intervention, là encore, elle va être personnelle, individualisée. On n'est pas tous atteints d'une sorte de maladie collective qui ressemblerait... on sait quand même que ceux qui ont fait un Covid, ceux qui ont subi des traumatismes, ceux qui ont avant la pandémie, des facteurs de difficulté, doivent être regardés avec une particulière attention. Très bien. Merci. Professeur Lejoyeux. Je rappelle le titre de votre livre, Les 4 temps de la Renaissance. Merci. Aux éditions Jean-Claude Lattès. Je rappelle également le titre de votre livre, Fanny, Ils sont infirmiers de campagne, avec des illustrations. De Jeff Pourquier. Oui, ça aide à faire passer la pilule, parce que c'est pas que le texte soit triste, au contraire, il est très émouvant, mais ça égaye le livre. Oui. Jeff Pourquier a illustré aussi une bande dessinée très forte dans un hôpital psychiatrique de la Chênaie. C'est pour ça qu'il était particulièrement bien préparé. Vous pouvez le mettre en relation avec le professeur Lejoyeux, parce qu'il est directeur du service psychiatrie à Bichat. Voilà, on est dans le même univers. Merci également à Sophie Peters d'avoir été avec nous. Donc merci à tous les trois. On va enchaîner avec la météo et ensuite le journal.